Chapitre 3. Le dragone. Au début, on avait cru qu'il s'agissait d'un nuage, un gros nuage d'altitude, lourd de pluies à venir, qui s'enroulait autour du sommet du Zocolo. Mais lorsque les autres nuages s'évanouirent, on vit que cette forme menaçante ne coiffait pas, comme d'habitude, tout le sommet, elle semblait plutôt s'organiser au-dessus, à la verticale du volcan, comme une sorte d'astre irrégulier surgi de nulle part, de météores métalliques qui attrapaient la lumière d'une façon insolite et ne se disloquaient pas au gré du vent. On compara sa forme, étrangement fixe, à une goutte de sang renversée, à une flamme, à un point sur un i, à une tête de dragon accrochée au col du volcan. On finit par admettre que le nuage immobile, indifférent au vent et à la pluie, d'une densité plus noire que la nuit, n'appartenait pas au règne aérien des illusions changeantes, mais à celui, dur et pesant, de la matière terrestre. Un nuage de pierre, auréolé particulièrement au crépuscule, des fumerolles éparses qui s'échappaient, paresseuses mais incessantes, de la base du Zocolo. On avait entendu le craquement inhumain déchirer les entrailles de l'île, et on avait au fait de rapprocher cet événement inouï de la mort subite de Ridolfo. Le Zocolo, que les aristocrates, sous son règne, avaient tant célébré, rendait à ce roi un hommage démesuré et terrifiant, un hommage sacré que l'on considérait avec un respect religieux. Ce nuage de matière sombre, que les rayons du couchant faisaient rougeoyer, était un soupir de deuil, une lamentation chantée dans la langue du tonnerre, un symbole de mort dans l'alphabet tellurique, et l'on s'en émerveilla. Les peintres, qui avaient guetté tout au long des années le moindre changement de saison et de lumière sur le Zocolo, furent les premiers à s'emparer du sujet et organisèrent des expéditions dangereuses pour peindre cette métamorphose. L'un d'entre eux mourut en tentant de l'escalader. Des dizaines de tableaux furent peints en quelques jours, le dragone en était l'unique sujet. À travers la diversité des représentations, des codes esthétiques commencèrent à se former très vite. Le nuage fut presque toujours personnifié, de manière plus ou moins explicite. Le dragon était souvent figuré à la manière d'un lion ailé, pour rappeler les couleurs héraldiques des Albarreños. Le noir veiné de rouge de son corps, parfois presque transparent, parfois semblable à un bloc de ténèbres, était presque toujours souligné par un ourlet de lumière dorée. Le dragone prenait son envol, hurlait à la lune, protégeait le Zocolo de ses ailes. Il était devenu son inséparable compagnon. Un angle de prédilection fut adopté pour styliser sa forme afin qu'elle s'accordât au mieux avec celle, éternelle et immuable, du volcan. Immuable pourtant, le volcan ne l'était plus. Le corps caverneux avait bourgeonné, symbole de mort et de renaissance, de deuil et de fertilité. Cette éjaculation merveilleuse, qui renouvelait les épousailles de la terre et du roi, fut capturée par des sculpteurs. Puis vint le tour des autres aristocrates. Le pâtissier Renato inventa un rocher de chocolat marbré de groseilles qu'il intitula Il Dragone. Des musiciens composèrent des lamentations du dragone, des requiem draconiques, des concertos pour volcans et dragons. Mais les plus acharnés, les plus mystiques, furent de loin les poètes. Maddalena de Albano, qui était devenue en peu de jours la favorite de Gemma, avait saisi dans ces circonstances qu'elle ne cessait pourtant de déplorer à grands cris l'opportunité unique qui s'offrait à elle. Elle lança la mode des poèmes draconiques, en leur imposant une forme brève qu'elle appela le mètre éruptif. Il s'agissait de faire tenir, en 4 octosyllabes embrassés, une évocation plus ou moins directe de l'événement, la mort du roi, la création du dragone, le craquement titanesque qui s'était fait entendre étaient les motifs privilégiés de cet art
qui passionna les Marsiliens pendant plus d'1 mois. Les poèmes se pondaient, comme les œufs d'or d'un reptile, à une vitesse prodigieuse. On les apprenait par cœur, on les récitait, on les accompagnait à la viole. Des artisans habiles fabriquèrent bientôt un papier spécial, d'un noir marbré de rouge, sur lequel on écrivait à l'encre dorée. La ville fut bientôt inondée de ces feuillets noirs aux 4 lignes d'or, et Maddalena eut l'idée d'organiser avec Gemma, un soir où le vent soufflait à l'est, une cérémonie à la Grotta dei Morti. Tout en haut du promontoire d'obsidienne, devant l'effigie de Ridolfo, on attendit le crépuscule pour jeter les feuillets dans la mer. Une foule nombreuse acclama ces fragiles oiseaux noirs, aux rayures d'or, qui s'envolaient dans le crépuscule et tournoyaient dans le vent avant de sombrer, en larmes de nuit, sur les flots incandescents de la baie. Ce fut si beau que l'on décida de renouveler la cérémonie plusieurs semaines de suite, et le spectacle des feuilles noires tombant dans l'or rougeoyant du couchant, comme une vaste peinture à l'échelle tellurique, marqua les esprits de tous les Marsiliens. En cette fin d'après-midi, tandis que les rayons du soleil caressaient les appartements en désordre de Gemma, l'oubli répandait dans le cœur de la jeune femme une onctuosité reposante. La souffrance anesthésiée paraissait appartenir à un lointain passé, et sa tête était si légère qu'il lui prenait des envies de s'envoler. Fiammetta, à quelque distance, tentait, comme une Danaïde emplissant un tonneau percé, de ranger le désordre qui naissait continuellement depuis le matin des jolis doigts de sa maîtresse. Mais, du coin de l'œil, la petite main ne perdait rien de la scène qui se déroulait sur le lit de Gemma. Maddalena, qui tenait sur les genoux une petite écritoire, portait un voile mauve brodé de sequins qui tombait très bas sur son décolleté, et à chaque mouvement qu'elle faisait, on apercevait son sein gonflé où se nichaient les perles d'or d'une longue chaîne. Elle écrivait, et Gemma la trouvait, en train d'exercer son art, aussi belle et aussi désirable que l'avait été Apollonio en train de peindre. C'était la même souveraineté, la même assurance suprême, et son profil perdu, tandis qu'elle faisait mine de chercher l'inspiration en regardant la mer, sa bouche humide mordillant légèrement le bout de sa plume, donnait à Fiammetta le même agacement. Ces aristocrates étaient décidément tous des poseurs et des enjôleurs. Lorsqu'elle eut fini son premier poème, les traits de la poétesse s'illuminèrent d'un sourire radieux et tendre, et elle le passa à Gemma, qui, à demi nue, elle aussi, l'attendait en jouant nonchalamment avec ses bracelets, ses bagues, ses multiples colliers qui tintinabulaient jusque sur son ventre velouté, et qui, selon les caprices de la lumière, éclataient d'étincelles tout le long de sa peau nue. Gemma se redressa un peu pour lire à haute voix. Le roi, en sa bouche de terre, exhale son soupir ultime, réverbéré par les abîmes, son râle tonne sur la mer. Fiammetta, en son fort intérieur, jugea le poème bien pauvre, mais Gemma parut enthousiaste. « Fiammetta, passe-moi une tablette, du papier noir et l'encre d'or. » La petite main s'exécuta, et Gemma se mit à recopier les 4 vers de sa plus belle calligraphie. Déjà, Maddalena, en veine d'inspiration, remplissait fébrilement un 2e feuillet. Gemma fit sécher l'encre d'or et en admira les reflets, puis elle tendit le feuillet noir, achevé, à Fiammetta, sans lui donner d'instructions. La petite main savait qu'elle devait le déposer délicatement sur le secrétaire et le protéger du vent. « Comme c'est beau de te voir écrire !» murmura Gemma, et elle passa un doigt amoureux sur le bras de Maddalena, qui frissonna sans arrêter sa plume. « Tu m'inspires » lui répondit la jeune fille. « Lis celui-ci. » La lune éclaire nébuleuse l'immense dragon immobile, et les lucioles graciles voltigent sur sa tête ombreuse. La voix de Gemma, un peu ralentie par l'oubli, avait un accent profondément sensuel. Les mots semblaient éclater comme des bulles sous sa langue et cogner contre les perles de ses dents. Ses voyelles étaient des soupirs prolongés, d'une suavité presque provocante. « Tu lis si bien » murmura Maddalena. Gemma eut l'un de ces petits rires soudains que lui donnait l'oubli. Elle s'approcha de Maddalena et l'embrassa dans le cou.
Continue, dit-elle, je veux encore des poèmes. Madalena, qui n'avait pas consommé d'oubli, s'alanguissait pourtant, et elle fit un effort visible pour reprendre sa plume, plutôt que de se laisser aller à la mollesse des coussins qui l'attiraient presque irrésistiblement dans leur creux satiné. Gemma restait là, juste derrière elle, son souffle tiède chatouillant sa nuque. Quand elle tendit le nouveau papier, Gemma le saisit comme un trésor et lui murmura sa lecture à l'oreille. L'île en sanglots ploie et chancelle, et la douleur qui la traverse comme un cri craque et la transperce, tandis qu'elle empoigne le ciel. Madalena se tourna vers Gemma, qui l'embrassa sur les lèvres avant de la repousser. « Encore un » demanda-t-elle. La poétesse ne se fit pas prier, cédant avec joie à ce rituel artistico-érotique qu'elle connaissait par cœur et qui semblait avec Gemma atteindre des sommets de raffinement. Après quelques minutes suspendues, où Gemma, lasse, était retombée sur le lit, Madalena fit de son feuillet un petit rouleau et le promena le long du corps de la princesse. Elles jouèrent un moment à se disputer le feuillet, puis Gemma l'arracha des mains complices qui ne le retenaient qu'à demi, et elle lut. Une douce plume indiscrète frôle la peau de la princesse, efface les traits de tristesse et trace des amours secrètes. Lorsqu'elle entendit ce dernier poème et qu'elle vit les deux jeunes femmes emmêlées, Fiammetta se sauva bien vite. Depuis la mort du roi, tout paraissait marcher sur la tête. Elle aimait sincèrement sa maîtresse, mais dans sa simplicité, elle n'arrivait pas à la suivre dans les nouvelles voies qu'elle avait décidé de suivre. Elle ne pensait pas que ce fût une bonne idée de l'avoir nommée régente. Elle trouvait qu'elle consommait trop d'oubli, à tel point qu'elle finissait par avoir honte de se rendre presque tous les jours à la boutique de la Strega. Elle trouvait qu'il n'était pas décent de se rouler ainsi avec un nouvel amour en lisant des poèmes qui parlaient de la mort de son père. Et puis, elle trouvait aussi que les aristocrates jouaient avec le feu. Ce volcan qui s'éveillait et qui crachait un nuage de pierre, c'était un funeste présage. Le culte du dragonnet l'emplissait d'un malaise grandissant. En sortant de l'appartement, elle marcha sur un papier qu'elle ramassa. Encore un poème. Il semblait que cette Madalena d'Albano en produisait 13 à la douzaine. Écoute, Marsilia l'ingrate, le tonnerre du Zoccolo, qui du fond des cieux et de l'eau a réveillé les aristocrates. Réveiller les aristocrates, songea Fiammetta, ce n'était pas pour demain. Même le volcan n'y arriverait pas, car les aristocrates vivaient, tous autant qu'ils étaient, à l'intérieur d'un songe, un songe de luxe et d'ivresse, un songe d'or, un songe d'art. Réveiller Gemma, lui ouvrir les yeux sur le monde réel. Combien de fois avait-elle espéré y parvenir? Mais elle le savait maintenant, seule la mort pouvait réveiller un aristocrate de son songe d'art.